Jérôme Rotten, Daniel Riolo et Jean-Baptiste Guégan, géopolitique du sport aux éditions Bréal. Et avec nous ce soir, juste avant de retourner à la boxe, quelques petits messages. Il y a quelques étudiants de Jean-Baptiste qui nous écoutent. Antonin, qui nous dit j'écoute mon ancien professeur. Voilà, parce que tu es aussi professeur, Jean-Baptiste. Ouais, l'histoire géo et puis de géopolitique du sport en école de journalisme. Il y a pas mal d'anciens qui sont ici, même dans la maison. Là, j'en ai croisé en arrivant. Donc Antoine Corbelli, par exemple. D'accord. Etc. Ils ne ressortent pas les notes que tu leur as mis à l'époque, non, ça va? Je peux te les envoyer par mail, ça peut être drôle. Les dossiers. Et puis, notre excellent confrère Christophe Jousset d'RFI nous rappelle que l'Indonésie, sous le nom des Indes orientales néerlandaises, a participé à la Coupe du Monde 1938. Oui, c'était une des premières. Oui, je pensais un peu plus tard. L'indépendance après. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, la boxe. Morgane Maury nous appelle. Morgane, où en est-on de la Team Altis à Victoire Montpellier pour Karim Garfi qui conserve sa ceinture européenne des poids coqs. Jet de la serviette, abandon du Belge Stéphane Jameau au milieu de la 7e reprise. Beaucoup trop touché au visage. Son entraîneur a estimé qu'il mettait sa santé en danger. A continué le combat. Jameau voulait continuer, mais son entraîneur a préféré jeter la serviette. Jeter l'éponge. Jet de la serviette. Qui, en l'occurrence, il a agité sa serviette au-dessus des cordes. Et Karim Garfi qui conserve donc son titre européen des poids coqs à 30 ans. Il va progresser dans la hiérarchie mondiale et il espère une chance mondiale dans les mois qui viennent. Victoire de Karim Garfi, poids coq qui conserve sa ceinture européenne. C'est fini, Morgane? C'est la fin de la soirée, Gilbert. Écoute, merci beaucoup. C'était génial. Et comment va notre Don King national? Petit King, Brahim Asloum, attends, je le regarde. Il a l'air assez satisfait. Belle organisation, on peut le dire. C'était sa deuxième. Il y aura une réunion à Levallois à la fin de l'automne, au mois de décembre, pour la suite des aventures de la Team Altis. Merci Morgane, bonne soirée. Alors, avant de parler de cette guerre du foot, un mot sur la Ligue des Nations. Parce que ça, c'est un truc qui va arriver d'ici peu. Alors préparez-vous, c'est une nouveauté de l'UEFA. Donc, c'est en fait une compétition qui va remplacer les matchs amicaux internationaux. Donc, c'est une nouveauté. Ça va démarrer le 6 septembre 2018. Et la France sera dans la Ligue A. En fait, qu'a fait l'UEFA? Elle a fait 4 chapeaux. Et la France est dans le premier. Donc, en fait, on ne va jouer que des grosses nations. Alors, dans ces nations, il y a l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, la Pologne, l'Islande, la Croatie et les Pays-Bas. Donc, c'est doit être l'indice récent, là. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, en fait, l'objectif est de donner un peu plus de relief aux années sans euro et sans Coupe du Monde. C'est-à-dire avoir une compétition comme ça qui s'étale sur l'année. Comme le truc du volleyball, un peu là. Un peu comme ça, ouais. Comment ça s'appelle? Ligue mondiale. Ça s'appelle la Ligue mondiale. Là, ce serait la Ligue européenne avec différentes divisions. Donc, nous, on est déjà dans la top division, en quelque sorte. Alors, tu as une petite carotte, c'est qu'il y a une espèce de Final Four. Donc, en fait, tu as un championnat. Ah, genre au mois de juin, après, ils se font une finale à 4. Et après, il y a une finale à 4 au mois de juin. Exactement. Et le vainqueur de cette finale est automatiquement qualifié pour l'Euro qui suit. Alors, a priori, pour les gens de la Ligue A, celle de la France, ça devrait aller parce qu'ils devraient pouvoir se qualifier. Mais s'ils sont qualifiés pour l'Euro qui suit, ils font plus les qualifs de l'Euro? Non, parce que les qualifs de l'Euro, elles se seront faites avant. Hein? Ouais, on n'a pas compris là. Ouais, moi non plus. Les qualifs de l'Euro, elles démarrent quand là pour vous? Elle démarre après la Coupe du Monde. Donc septembre 2017. Ouais. Jusqu'à 6 mois avant la compétition. Je te parle d'une compétition qui va dans démarrer, un an, quoi. Plus d'un an plus tard. Ah oui, la Ligue des Nations. Mais après, ils sont en train de faire les autres qualifs. Après, il y aura en parallèle les qualifs à la Coupe du Monde. Parce que en parallèle, comment ils vont trouver les dates? Quand tu as les dates de matchs amicaux. En fait, ce ne sera plus des matchs amicaux. Ce sera des matchs Ligue des Nations. Et tu auras assez de place. Ça vous semble bordélique? Les matchs amicaux, là, par exemple, là, on est en période de qualif Coupe du Monde. Les matchs amicaux, il y en aura 2 au mois de novembre. Voilà. Après, si t'es pas en baraque, si t'es en baraque, c'est dans la merde. Un au mois de mars ou 2 au mois de mars. Il y a 2 au mois de mars. Et après au mois de juin. Donc ça fait pas beaucoup de place de matchs amicaux. Ils vont rajouter des dates. Ça a l'air de rentrer. En tout cas, l'UEFA, ils sont contents de leur truc là. Bon. Donc voilà. Bizarre, il y aura aussi des montées et des descentes. C'est-à-dire que si la Ligue si t'es dernier de la Ligue A, tu passeras en Ligue B ou en Ligue C. Une Coupe Davis alors. C'est des matchs aller-retour. Alors oui, c'est des matchs aller-retour, me semble-t-il. Exactement. Comment ils vont faire là? Je ne comprends pas où on va les placer toutes ces dates, moi. Gilbert, ce que je te propose, ils vont jouer à Noël au jour de l'an aussi. La semaine prochaine, ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, tu nous redis ça mardi, mais tu vas au fond
le sujet, parce que là, tu ne maîtrises rien du tout. Je vais Parce faire qu'il mieux pose ça. le dossier. Regarde. On lui posait des questions, Regarde. plus ça va, et il se dit ah ouais, Regarde, non. J'ai une Ouais. dépêche AFP Ouais. surlignée Ouais. avec l'essentiel. Ouais. Donc, je te demande même pas de lire toute la dépêche. Hein. Tu l'emmènes à la maison puis tu lis ça ce Non. soir. Ce soir. Ouais. Tu comprends un peu. Passe à moi cette dépêche, je vais regarder parce que j'y comprends que dalle à cette affaire. Allez, Ouais, je suis quelques même lui, infos. Vas-y, essaye. Avant de passer comment- de la guerre du foot, les gars, écoutez-moi, ça se confirme, pas de supporters parisiens au Vélodrome. Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a expliqué qu'il allait suivre les recommandations de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc normalement, il y aura effectivement pas de supporters parisiens à Marseille dans quelques jours. Sinon, Pascal Duprat aujourd'hui fustige les grincheux. Ah oui. Il dit, concernant le niveau de jeu de l'équipe de France, hein, il dit il n'y a que les grincheux dans ce pays qui considèrent qu'on joue mal. Moi, je suis supporter des Bleus, même si je suis savoisien et donc favorable à l'indépendance de la Savoie. Je suis sûr qu'ils vont faire un bon mondial, dit Duprat aujourd'hui. Un mot sur la géopolitique de la Savoie, Jean-Baptiste? Non, là, t'as rien. Un mot sur Pascal Duprat. Moi, je pense qu'il devrait penser, tu vois, il pourrait commencer par des petites salles, mais je pense qu'il devrait penser à faire du stand-up. Ça peut être assez Une drôle. carrière, ouais. Entre, tu sais, un peu le Savoyard bourru, et puis il raconte des histoires un peu sur le Il a un foot, personnage, ouais, je suis avec son personnage. Tu sais, il commencerait par des petites salles à Toulouse. Après, bon, la Générale, forcément en Savoie, tu vois, parce que c'est chez lui, il y aurait du monde. Genre, je sais pas. Il peut faire l'avant-première de Moscato. Exactement. Il peut faire le lever de rideau de Moscato. Après, évidemment, en grande pompe à Annecy, tu vois, sur une salle sur le lac. Un Une truc tournée, classe. Daniel. Évian, Annecy, Voilà, voilà. Chambéry, Voilà, c'est ça. Albertville. C'est ça. Je pense qu'il devrait penser à faire. Ton nom. En plus, je pense que ça viendrait tout Moutier. seul. Il aurait pas de problème pour Moutier, écrire les ouais. sketchs, tu vois. Il aurait même pas besoin d'auteur. Tu vois, ça viendrait tout seul. Il devrait faire ça. Il devrait faire du stand-up. Sinon, Thiago Silva et Kurzawa absents sans doute contre Dijon, a expliqué Emery aujourd'hui. Donc Thiago Silva qui s'est blessé en Bolivie, je le rappelle, il y a quelques jours. Et Il est puis pas je à voulais. Pardon ? Il n'est pas à Dijon. Non, bah a priori non. Merde. Ça va être dur. Et puis je voulais également vous signaler que le match Amiens-Bordeaux se jouera au Havre. Donc suite à l'affaire j'ai de la vu ça. barrière qui s'est écroulée, donc le club d'Amiens ne comprend pas cette décision. C'est vrai que c'est un peu surprenant quand même. Il y a des villes qui peuvent accueillir Amiens, qui sont pas loin d'Amiens, quoi. Le Havre, ça commence à faire loin quand même. Et puis, c'est ça c'est la distance. Ça va, c'est pas non plus comme si c'était à l'autre bout de la France. rappelez-vous, il y a une semaine, on avait avec nous Didier Excuse-moi, mais Tolo. les supporters d'Amiens. Didier alors, je te Tolo dis qui pas était qu'il y en a à Sion. Je vais te 50 dire 000, entre mais- Amiens et Le Havre combien il y a, mais c'est pas lourd en kilomètres, faut pas non plus. Didier Tolo qui était à Sion, on avait parlé de son président à moitié fou, là, Constantin. Ah ouais, il a plus le droit de mettre les pieds au stade. lui. Alors là, il a pris 14 mois d'interdiction de stade. C'est ce qu'il a fait. Il y a un consultant qui l'aimait pas. Il était là au bord du terrain. Il allait le voir. Il a mis une patate. Donc toi, tu dégages. Il l'a frappé. 14 mois de suspension. Un peu comme le mec à Tours, un peu. Le même genre de président. Un peu le même genre de président. Allez, After Story tout de suite. C'est parti, le jingle. Bon, ben Jean-Baptiste raconte la guerre du football. Un match de foot qui a déclenché une vraie guerre entre le Salvador et le Honduras. Alors Incroyable. l'histoire est un peu plus compliquée, mais effectivement on est en Amérique centrale, on a deux États, donc le Salvador et le Honduras, qui sont très proches à tout point de vue. Ils ont énormément d'échanges les uns avec les autres, et à la fin des années 60, ça commence à se tendre un peu. Et puis arrivent les qualifications pour la Coupe du Monde au Mexique. On est en 1969, on est dans la zone CONCACAF, et chacun des deux, donc le Salvador et le Honduras, arrivent en tête de leur groupe respectif, et ils doivent faire une rencontre, un match d'appui. On est à ce moment-là dans la demi-finale pour la Coupe du Monde pour la zone concernée. On est le 8 juin, le Salvador va affronter le Honduras. On est à Tegucigalpa, donc là on est véritablement Honduras. Le Honduras gagne 1-0. Il y a un match retour, et avant que le match retour ne se déroule, la défaite du Salvador commence à agiter le pays. On a une jeune supportrice qui va se suicider d'une balle dans le cœur, elle s'appelle Amelia Bolaños, et ce fait divers-là est récupéré. La tension monte entre les deux États. Mais il est avéré qu'elle se suicide en raison de la défaite du Salvador. Il y a une passion, elle est entretenue par les médias de l'époque, elle est entretenue par le pouvoir de l'époque, et on sent un nationalisme salvadorien qui monte. C'est pareil du côté du Honduras. Arrive le 15 juin, là la tension est vraiment extrême. Le match retour a lieu à San Salvador. Le Salvador bat et écrase le Honduras 3-0, mais à l'époque le goal average compte pas.
Et donc, il faut jouer un match d'appui. Donc c'est une victoire contre une victoire. Voilà. Il faut jouer un match d'appui sur terrain neutre. On est à ce moment-là. Donc là, ça commence vraiment à monter, la tension. Voilà. Il y a un premier match, un deuxième match, en plus, c'est ça. la belle, quoi. Exactement. Ça doit se jouer à Mexico. Et au moment où les supporters. Mais c'est juste un neutre. Voilà, c'est sur terrain neutre. À ce moment-là, les supporters, en quittant le Salvador, sont pris à partie par des Salvadoriens. La tension monte et il y a 2 morts. Et donc la tension là monte entre supporters de Honduras et Salvador. Ça débouche sur des blessés. La tension monte entre les 2 États. Et ça va se poursuivre. Il y a des problématiques différentes liées à l'occupation du sol au Salvador et au Honduras. On a des expulsions de Salvadoriens qui suivent et arrive le 26 juin. On dit vous êtes Salvadorien, vous dégagez, on ne veut plus vous voir là, quoi. En gros, il faut imaginer que le Salvador envoyait pas mal de Salvadoriens travailler sur les terres du Honduras qui n'étaient pas exploitées. Et donc, il y avait une sorte de ressentiment au Honduras de voir justement des terres qui n'étaient pas exploitées être exploitées par des Salvadoriens. Sauf que les Salvadoriens à ce moment-là n'avaient pas de papier et que l'État, on est dans des régimes autoritaires à ce moment-là, n'avait pas envie de les régulariser. Donc si on revient à notre histoire du foot, on est le 28 juin 1969, il y a une rupture des relations. De ce grand match là. Voilà. Rupture des relations diplomatiques entre d'un côté le Salvador et l'Honduras, et il y a ce match qui doit se jouer sur terrain neutre. Le match a lieu. Le Salvador va gagner, il va l'emporter 3-2 après prolongation. Tout le monde se dit que ça va s'arrêter là. Il devait être un peu sous tension, l'arbitre, non ? C'est clair, mais on est sur un terrain neutre. Sauf que derrière, ça monte encore d'un cran. Le 4 juillet, il y a une rupture claire des relations et un des officiels finalement salvadoriens est tué. C'est le vice. On sait par qui ou... C'est le vice-consul. Ça reste assez flou tout ça. Ouais. Là, la guerre est imminente. Elle va éclater le 14 juillet. Et ce qu'on appelle finalement la guerre du football, c'est la guerre des senteurs. Du 14 juillet au 19 juillet, on a un affrontement très intense qui va faire plus de 3000 morts entre le Salvador d'un côté et le Honduras. Le Salvador a attaqué. Le Honduras est un peu pris par surprise. C'est une vraie guerre éclair. À ce moment-là, le Honduras... Avec des militaires. Hein. Ah oui, avec des gens de la rue qui ont pris des pioches et des... invasion du Honduras par le Salvador. Le Honduras va réussir à utiliser son aviation pour justement arrêter le conflit. Les États-Unis restent tranquillement à ce moment-là, c'est Nixon qui est au pouvoir, à regarder ce qui se passe. Ça se termine le 19 juillet, la tension redescend. À ce moment-là, il y a l'Organisation des États américains, qui est l'OEA, qui va régler ça et essayer finalement de faire sortir le conflit. Et de le transformer finalement pour qu'il n'y ait plus d'opposition franche derrière. La cessation des combats met fin à ce qu'on appelle la guerre des senteurs. À ce moment-là, il y a un journaliste qui s'appelle Richard Kapuscinski qui écrit un livre. C'est là justement que vient le nom de la guerre du football. C'est lui qui lui donne ce nom-là. Ça va se populariser. Le livre est écrit, je crois, en 68. Et ces 3 matchs-là vont rester la guerre en 69, il peut pas avoir écrit le livre en 68. Oui, non, enfin c'est écrit après. Oui. Ouais, voilà. Oui, c'est mieux. Sinon. Mais il n'est pas si vieux le bouquin. Il date. Enfin, il est pas. Il est sorti chez Plon, je crois. Oui, une quinzaine d'années. Hein. Ouais, c'est ça. Il a été réédité derrière. Mais tu veux dire que jusque-là, on n'en avait pas beaucoup parlé. C'est qu'avec la sortie de ce livre, c'est un truc régional, quoi. Ouais, qu'on a su réellement. On ne s'intéresse pas tous les jours au Salvador. Quand on t'explique que c'est la guerre du football, forcément, t'as tendance à regarder un peu plus que si on t'explique qu'il y a une guerre entre l'Honduras et le Salvador. Savoir que, par exemple, des matchs ont débouché sur un conflit armé, ça te fait fantasmer. Ça aussi, ça accroît le rôle finalement qu'a le football et ça augmente les responsabilités des joueurs de foot, finalement. C'est incroyable. Voilà. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que cette guerre-là voit le foot n'être qu'un prétexte, une sorte de catalyseur. Le foot est instrumentalisé. Et finalement, à chaque fois que le foot est présenté comme un facteur aggravant, c'est pas le cas. C'est-à-dire que systématiquement, le football n'est qu'un élément du contexte. Sauf que là, comme il y a 3 matchs qui précèdent le conflit, ça va rester dans les mémoires comme cette guerre du football. Étonnante cette histoire, non ? Ouais. Moi, elle m'a plu. Ouais. Salvador, c'est aussi un très bon film. Ouais. C'est Oliver Stone, non ? Oui, exactement. Un de ses premiers films. Puis surtout, Salvador s'est réincarné en Kylian Mbappé. Henri Salvador. Henri Salvador, oui. D'accord. Ok. C'est pas faux, non ? Il vient des... Mais non, quoi, oui. Je me refaisais
Jean-Baptiste Guégan reste avec nous. C'est déjà pour la le quiz. dictature, Salvador. C'est 2 régimes autoritaires, le plus autoritaire étant celui du Honduras. C'est bien, c'est du régime autoritaire Amérique centrale. Oui, d'Amérique centrale, oui, à ce moment-là. Un jour, je te raconterai l'histoire de United Fruit. Très bien, Une grosse compagnie américaine qui, en fait, faisait la pluie et le beau temps dans ces pays. Oui, ils ont un rôle, d'ailleurs, dans la guerre. Ils ont un rôle dans la guerre. Aidé, Voilà. à ce que ça bouge. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Le quiz, messieurs, dames. Bien sûr, on vous attend 32-16. Après cette longue page géopolitique, vous pouvez retrouver tout ça dans le bouquin de Jean-Baptiste Guégan, Géopolitique du sport chez Bréal. A tout de suite dans l'after.